Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Ici Pauline Léniaud et je suis assez surexcitée, je dois vous dire, par cet épisode parce que j'avais très très envie d'avoir mon invité sur le podcast et avec vous sur YouTube. Et donc j'ai mis beaucoup de temps, j'ai dû affronter, mais vraiment tous les hardships, comme ils disent en anglais, toutes les épreuves possibles et imaginées pour l'avoir, mais c'est fait, on l'a eu. C'est en partie grâce à votre soutien parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Donc d'ailleurs, merci d'être toujours là, toujours aussi présent. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, j'en profite pour le dire. Tout ça pour dire que j'étais très contente et donc je vous fais mariner un peu qui est cette personne. Il s'agit de Hervé Letellier qui est sincèrement l'une des stars du monde de l'écriture, des écrivains français actuels. Il a d'ailleurs gagné le prix Goncourt il y a très peu de temps pour un livre formidable que je vous invite à découvrir qui s'appelle L'Anomalie. Je l'ai dévoré. Eh bien, Hervé Letellier n'en est pas qu'à son premier livre, il en a même écrit, je crois, une cinquantaine. Et donc, on a parlé dans cet épisode de son processus créatif, on a parlé de ce qui l'amenait à écrire, on a parlé de son enfance, on a parlé de ce que c'est que l'Oulipo, ce fameux courant littéraire duquel Hervé est l'un des plus fervents défenseurs. Bref, on a parlé littérature, mais pas que, on a parlé créativité, inspiration. Et franchement, je trouve que ça fait du bien d'avoir sur le podcast aussi des personnes justement qui ne sont pas toujours des personnes du monde du business, mais qui sont également des personnes du monde de l'art. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me ferait très plaisir de savoir si vous aussi, comme moi, vous êtes touché par ce type de profil et notamment que vous aimeriez que j'ai plus d'auteurs sur le podcast et sur YouTube. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette conversation avec Hervé Letellier. Bonjour Hervé. Bonjour. Je suis enchantée d'être avec vous. Merci de nous accueillir dans ce lieu qui est assez, incroyable et alors ça me donne assez envie de commencer tout de suite dans le vif du sujet par parler de processus créatif, et processus littéraire. Donc on n'a pas une audience de personnes, particulièrement littéraires, mais après ils aiment aussi beaucoup la lecture et donc je voulais, commencer par, parler de vos rituels d'écriture. Comprendre vraiment votre manière de commencer et puis ensuite d'emmener un livre jusqu'à son bout. Est-ce que vous pourriez me prendre par la main? J'imagine que c'est peut-être différent à chaque fois, mais peut-être au travers d'un exemple, un des Mmh. derniers livres peut-être que vous avez écrit et vraiment en fait m'expliquer comment est-ce que vous avez l'idée initiale? Comment est-ce que enfin, comment ça se passe concrètement de la phase de la recherche, la phase de l'idée et puis ensuite la phase de l'écriture? Je suis très, très curieuse justement de savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête d'Hervé Le Tellier quand il Il y écrit? a pas de il y a pas de logique, c'est-à-dire, j'ai pas de processus d'écriture spécifique, ni au niveau, de la méthodologie, ni au niveau de la pratique et certainement pas au niveau de la thématique. C'est-à-dire, je fais des livres qui sont tous différents les uns des autres. J'ai pas de li Je vois après coup qu'il y a des continuités, je vois après tout qu'il y a des logiques, mais, au début, ça commence toujours avec, un désir et qui n'est pas forcément une idée. C'est très différent, le désir et l'idée parce que, par exemple, là, je suis en train d'écrire un livre, qui est consacré à un résistant, de la période, 42-44. Hem, j'ai pas l'idée du tout de comment je vais construire ce livre. C'est juste un désir d'écrire sur ce résistant et puis ensuite, les choses vont s'agencer. Ça, je le sais, j'ai une confiance, dans, d'abord, l'expérience, le travail et aussi ce qu'apporte la documentation. Mmh. J'ai une très grande confiance dans la documentation. Alors pas tout le Mmh. temps, sur tous les livres, il y a des livres où c'est pas nécessaire. Sur, tous les livres, il y a une nécessité à un moment donné de se documenter parce qu'il y a des personnages qui ont des métiers, des personnages qui ont des passions et si on est, hors, de leur passion parce qu'on n'est pas compétent, on perd, une partie des lecteurs qui savent, de quoi il est question et par exemple, si on a un spécialiste de l'art moderne, qui adore la période, je sais pas, par exemple le cubisme et si on lui dit: «Raconte n'importe quoi sur Braque», ça ne passera pas. Donc il Mmh. faut se documenter et en plus, il y a un avantage considérable dans la documentation, c'est qu'elle amène de la fiction, elle amène de la création, elle amène de la narration. Donc c'est dommage de s'en passer parce que c'est vraiment quelque chose qui est riche. Donc j'ai pas de processus. J'ai écrit une trentaine de livres à peu près. Sur les romans, il y a évidemment beaucoup plus de documentation. Sur ce qui est du format court, il y en a pas du tout et donc là, c'est juste, de l'idée mise en forme. Par exemple, les petits contes, tout ce qui est les fables, tout ce qui est les poésies, je pense pas qu'on se documente pour faire une poésie. Mmh. Hem,
ou alors elle est très, très spéciale et en revanche, sur tout ce qui touche au roman, là, on a besoin de pour moi en tout cas, hein, j'ai besoin d'avoir, des éléments factuels sur lesquels m'appuyer pour créer du texte. C'est ça, des appuis solides finalement qui Des vont appuis vous solides, permettre là, de vous voyez à construire. côté de vous, vous avez quelque chose sur la Drôme Ouais, pendant la Résistance. Bon, j'ai besoin de ça. ouais. Pourquoi? Parce que, ça fait partie, une fois de plus, de la facilitation du processus créatif, parce que ça va amener des idées nouvelles, parce que ça va amener, des personnages nouveaux, et que vous en avez besoin. Et dans Voilà. cette phase, vous écrivez en parallèle ou c'est vraiment plus une phase d'absorption, on va dire? C'est une Et phase d'absorption, c'est une d'accord, phase pendant laquelle je lis beaucoup, une phase pendant laquelle je prends beaucoup de notes et pendant laquelle je n'écris pas. Et à un moment donné, je me mets à écrire il se passe un truc. et oui, ça s'est passé avant, une fois de plus, avec l'idée, mais ce qui se passe, c'est qu'au moment où je me mets à écrire, j'ai derrière moi cette petite colline de documentation sur laquelle je m'appuie, à partir de laquelle je pars, qui me donne une force initiale, quoi, comme si vous aviez, justement un plan incliné, sur laquelle vous pouvez glisser parce que vous avez toute cette documentation présente en tête. Avec, ensuite, pour certains livres, la possibilité de la modularité, c'est-à-dire de revenir en arrière, de faire de l'insertion, de faire de l'enrichissement. Mais une fois de plus, c'est un processus qui est différent pour chacun des Mmh. ouvrages. Il n'y a pas de règle absolue. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai pas. Est-ce que vous écrivez en général les livres de manière chronologique? C'est-à-dire, vous Non. commencez par le début du livre et ensuite, ben, peu à peu, vous Oui, je écrivez la comprends, suite? mais non. Je pense même que beaucoup de livres mériteraient de commencer au deuxième chapitre. Je parle même pas des miens, je C'est parle, intéressant. voilà. C'est-à-dire, il y a ce désir de commencer toujours par une sorte de scène de présentation et parfois c'est pas une scène qui est nécessaire. Donc moi, je suis assez favorable, dans la théorie du commencement, une théorie littéraire que je trouve vraiment très intéressante, de se poser la question de savoir, quelle est l'accroche initiale d'un livre? Et souvent, ça m'a amené à bouger des chapitres, à ne pas utiliser comme chapitre initial le premier. Mmh. Alors c'est d'autant plus vrai pour moi que j'ai une tendance à avoir, des récits qui sont des récits qui nécessitent la présentation d'une succession de personnages. Et donc le choix initial est un choix tout à fait personnel et qui permet de lancer le récit. Dans, L'Anomalie, qui est plus connu à mon avis que beaucoup d'autres de mes livres, pour des raisons qui tiennent à son succès, éditorial. Le premier chapitre qui occupe maintenant évidemment, enfin qui occupe ce rôle de lanceur, n'est pas le chapitre que j'ai écrit le premier et c'est certainement pas le chapitre que j'avais, au début, l'idée de mettre comme premier chapitre. Et puis j'ai trouvé que c'était, une manière extrêmement, dynamique de lancer la narration et j'ai utilisé donc un chapitre sur un tueur, à gages, heu, chapitre assez peu littéraire volontairement, mais dans une forme de littérarité qui est celle du roman noir et qui permettait de lancer, l'action d'une manière plus efficace que si j'avais commencé par un autre chapitre qui m'intéressait presque plus pour des raisons tout à fait personnelles et qui n'aurait pas eu le même effet sur, la lecture du livre. Il y a un effet de coloration. C'est-à-dire que le premier chapitre, donne une couleur Mmh. et cette couleur, il est bon, de la choisir avec, une certaine détermination, une certitude que c'est la bonne. Parce qu'après, le lecteur est parti avec ça. Et il va y avoir ce désir, tout à fait naturel et qu'on provoque, qui est conscient chez nous, ce désir de justement de mettre le lecteur sur une piste dont on va avoir envie qu'il souhaite la retrouver. Et donc Blake me servait de tracteur quoi, de locomotive pour, l'ensemble du récit. Lui donner envie de Voilà, découvrir la donner suite. envie de. Exactement. Donc il y a quand même, il y a évidemment, il y a, je dis quand même, il y a un travail d'une certaine manière de mise en scène, Bien sûr, bah, de j'écris pour l'écriture. les autres. Comme on écrit, enfin comme les écrivains, Mmh. j'espère pour la plupart, écrivent pour être lus et donc pour un lecteur, qu'on peut appeler un lecteur implicite, qui est très difficile à définir, hein, il Ouais. faut même peut-être pas trop le définir parce que sinon on finit par plus écrire. Donc une sorte de lecteur implicite, il faut écrire pour lui et moi mon lecteur implicite, c'est toujours un peu moi, c'est le dési mon je souhaite écrire un livre que j'ai envie de lire donc je pense que tous les écrivains font ça mais c'est vraiment ni cathartique ni curatif, pour moi l'écriture c'est vraiment, on n'écrit pas pour emmerder le monde, disait Raymond Queneau, et je suis assez d'accord avec ça. Donc l'idée, c'est de créer du récit, qui est un récit,
distractif, au sens très positif du terme, qui tire en dehors, qui permet aux gens qui rentrent dans un livre de quitter leur vie pour entrer dans une autre vie, ou dans plusieurs autres vies. Et pour ça, il faut, se préoccuper, avant tout des fils narratifs et de comment on les organise pour que, la traction et l'attraction, les 2 en même temps, facile le français, soient très puissantes. Je suis assez fascinée, par, votre travail de structure et vous parliez d'organisation à l'instant et je serais curieuse de savoir si, d'une certaine manière, vous vous laissez emmener par les personnages, l'histoire, la narration ou si au après cette phase d'idées et de prise de notes, la structure est très claire déjà dans votre tête. Alors j'ai compris que le début non, pas forcément, mais globalement dans l'ensemble, notamment parce que, bah, vous alors si on parle de l'anomalie, il y a quand même un travail sur les chiffres, qui est donc lié à tout le travail autour de l'Oulipo, mais je veux dire, il y a quand même un travail sur la structuration du roman et en plus c'est le cas aussi dans une pièce de théâtre naturellement. Heu, Est-ce que ça, c'est quelque chose sur lequel vous vous laissez emmener ou au contraire, c'est vraiment quelque chose qui est très intentionnel de votre part et dès le début, vous réfléchissez à la structure? C'est les 2, c'est-à-dire, j'ai dès le départ, une structure en tête, mais cette vision, est souple, donc elle se laisse, tout à fait, c'est une pâte à modeler, donc on a l'idée de ce qu'on veut faire, mais malgré tout, à un certain moment, les personnages peuvent l'emporter. On peut même, faire naître un personnage, dont on n'a pas idée de la place qu'il va occuper et qui va grandir jusqu'à devenir, beaucoup plus important que ce qu'on avait au départ anticipé. C'est le cas, par exemple, pour Blake, qui occupe une place importante dans l'anomalie, dont au départ, j'avais pensé faire un personnage relativement, secondaire, mais qui, en fait, parce qu'il a ce rôle de fil, de tir de corde, Mmh. j'ai pas souhaité lui retirer ce rôle-là. Et on se rend compte qu'il y a plusieurs cordes dans l'anomalie qui sont tirées en même temps et que c'est peut-être pour ça que le livre avance assez vite. Mmh. Mais, j'ai une idée de la structure, oui, c'est vrai. Je voulais les 3 parties, je voyais pas comment faire autrement, ça me paraissait imposé par, la manière dont, je voulais traiter, l'histoire. Mais j'étais souple, c'est-à-dire que, les chapitres étaient modulaires, je les ai déplacés, j'en ai coupé certains, je me suis pas laissé, comment dire, enfermé dans le carcan de la structure et de la contrainte, parce que c'est Mmh. un chapitre, assez compliqué que celui de la contrainte. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est un outil? Est-ce que c'est un principe? Cette question des jours par Hilal ou Lipo, donc pour moi c'est un pour moi c'est un principe, c'est pas forcément un outil et comme ça n'est pas un outil, ça me permet d'en sortir et parfois de briser quelque chose qui est imposé par la contrainte, mais qui vient comme un frein à la narration. Donc je me laisse pas ennuyer par, quelque chose que je me suis imposé au départ. Je considère que le livre y gagne et si je ne le suis pas et donc j'obéis à ce que m'impose, la fiction. Et une fois de plus, il y a un phénomène assez intéressant, c'est que les personnages, on se les est fixés au départ et ils ont une certaine autonomie. Ils se développent au fur et à mesure qu'on avance, autour d'eux et qu'on se dit: «Tiens, je pourrais lui faire Mmh. faire ceci, il pourrait avoir tel passé, ceci pourrait expliquer tel comportement, donc je vais lui inventer, un traumatisme, enfantin ou adolescent, je vais lui inventer, un deuil, je vais lui inventer une rencontre» et tout ceci vient au fur et à mesure de l'écriture. C'est tout à fait, normal que ça se passe comme ça. On a beau penser qu'on tire beaucoup de choses de son expérience personnelle, en fait, les personnages ont une certaine autonomie, et c'est très bien qu'ils en aient une. Il faut que ça soit des gens qui, existent vraiment pour vous et qui vous réveillent le matin en vous exigeant, enfin en exigeant de vous que vous continuiez à raconter leur histoire. C'est presque eux qui tirent la Ah fiction. oui, c'est eux qui tirent la fiction. C'est bien que ça soit comme ça. C'est bon signe même, que ce Mmh. soit eux qui tirent la fiction. Vous avez du plaisir, vous, Hervé, quand vous écrivez? Je vous pose cette question parce qu'il y a quand même un peu cette image, vous savez, de l'écrivain, toujours très torturé, qui en fait est pour qui écrire est un accouchement, un peu une souffrance. Mmh. Et puis je voulais savoir si vous, c'est ça ou si en fait, en Bah, réalité il y en non, a c'est peut-être pour plutôt qui c'est un accouchement, une souffrance. Faut éviter les postures en matière, d'écriture. Donc je comprends qu'il y en ait qui ont envie de se mettre, une écharpe noire et de se poser la tête comme ça. Bon, c et de poser comme ça dans les photos. De toute façon, parfois, on est ridicule dans les photographies d'auteurs parce que, les photographes eux-mêmes ont une idée de ce que c'est que l'écriture et ils veulent vous l'imposer, pour les différentes poses que vous êtes amenés à faire pour les magazines ou les journaux. Donc mais cette question, de
où on se place pour écrire, elle n'est pas tout à fait, négligeable. Hem, Moi, je suis, un auteur qui n'aime pas écrire. Je suis assez paresseux d'abord, mais j'aime beaucoup avoir écrit et le plaisir que j'ai d'avoir écrit est supérieur à celui que j'ai d'écrire, est supérieur au plaisir que j'ai de ne pas écrire. Mmh. Donc finalement, je me laisse entraîner à écrire pour le plaisir d'avoir écrit. Voilà. C'est compliqué, hein, c'est-à-dire, dans le processus de l'écriture lui-même, la création d'une phrase, j'ai pas de plaisir spécial. La phrase, je vais la triturer pendant un quart d'heure, pendant 10 minutes, ça va me prendre beaucoup de temps et à la fin, je vais être content de l'avoir écrit. Mais, ou de l'avoir écrite si on veut parler français au lieu de parler canadien. Je pense que les Canadiens ont raison sur la question du participe passé, mais c'est un autre débat. Donc, cette phrase qu'on est donc content d'avoir écrite ou écrite, hem, elle a pris du temps et ce temps de l'écriture de la phrase n'est pas un temps pour moi de plaisir, stricto sensu. C'est un temps, nécessaire et le plaisir vient après. Alors ça peut se jouer sur un paragraphe, ça peut se jouer sur un chapitre et in fine ça se joue sur un bouquin qui, lorsqu'il est fini, on en est plus ou moins content. Hem, mais en tout cas, il y a une première notion qui est celle du plaisir d'avoir écrit et une deuxième notion très importante aussi, qui est celle de l'inachèvement. C'est-à-dire qu'un bouquin est toujours inachevé. Une phrase est toujours inachevée. On pourrait la reprendre indéfiniment et si je devais reprendre des livres que j'ai écrits il y a 20 ou 25 ans, j'écrirais absolument pas le livre de la même manière, non seulement structurellement, mais phrase par phrase, je pourrais tout reprendre. Il faut pas le faire parce que sinon, c'est sans fin parce que Mmh. 10 ans dans 10 ans, je changerai encore et dans 20 ans encore, donc la question du plaisir d'écrire, c'est une question que je comprends très bien. Pour moi, c'est pas une souffrance non plus. Heu, j'ai pas quelque chose à régler avec mon passé, qui ferait que ça serait une souffrance. J'ai même écrit un livre, qu'on peut appeler un récit familial, qui s'appelle «Toutes les familles heureuses» et dans lequel je parle de ma famille. Heu, C'était pas douloureux, c'était même plutôt amusant et s'il y a quelques chapitres qui effectivement, sont douloureux, j'ai essayé de l'écrire sans pathos. Mmh. Je trouve ça inélégant en fait le pathos. Je trouve inélégant d'embarquer le lecteur dans une barque et au milieu du lac, on lui déverse, l'intégralité de son mal-être et il est là et il ne sait pas quoi en faire. Donc je pense qu'il y a une sorte de pudeur à limiter la présence du pathos et donc ça a à voir avec le plaisir. Le plaisir d'écrire ne vient pas, en tout cas pour moi, de l'exposition, j'ai je suis comme tout le monde, hein, j'ai du narcissisme, mais il ne va pas jusqu'à imposer, ma souffrance au lecteur, le romantisme me paraît un peu dépassé comme forme. Je voulais vous parler justement de ce livre «Toutes les familles heureuses» parce que je crois que c'est, si je me trompe pas, votre seul roman aussi intime et Ah oui, oui, personnel. oui, oui, c'est même pas un roman, c'est un récit. Voilà, et donc je voulais comprendre les raisons, même si, vous avez effectivement déjà écrit 30 livres et donc, il y a un panel quand même assez large entre les pièces de théâtre, des romans, des récits. Mais pourquoi est-ce que vous aviez pris cette décision d'écrire un roman d'un autre genre, enfin donc un récit comme vous dites, heu, sur ce thème aussi personnel? Alors qu'en plus vous n'avez pas envie de verser dans le pathos? Non, il y a 3 raisons. Hem, 3 raisons. La première, c'est que j'avais, je pense, une soixantaine d'années, un peu moins, quand j'ai commencé à l'écrire et c'est le moment où, tout est apaisé. La deuxième, c'est que mon fils avait 20 ans et que je voulais qu'il sache des choses sur sa famille, sur ses grands-parents, voilà. Et la troisième, c'était que tout le monde était mort ou, pour le cas de ma mère, qu'elle était atteinte d'Alzheimer et donc elle ne pourrait pas lire le livre. C'est donc important de pouvoir écrire un livre dans lequel on ne se venge pas. Donc là, ça veut dire qu'on ne se venge pas des morts, les morts ne nous lisent pas et les gens malades non plus. Donc j'étais pas dans la vengeance, j'étais plutôt dans une recherche de transmission, de réflexion sur la manière dont j'étais devenu un écrivain aussi, pourquoi j'étais devenu écrivain, quel était mon rapport à, justement, à la fiction, au mensonge, parce que puisqu'on parle de l'écriture, c'est aussi, ce que comme disait Aragon, c'est un mentir vrai, mais c'est pas que ça, c'est aussi une manière de tenter à travers des mots, de raconter une histoire dont on sait au fond que elle est définie par les mots et pas par ce qu'on a vécu. Donc en mettant des mots sur mon histoire, j'arrivais à quelque chose qui me semblait être, un récit sincère et j'étais à un moment de ma vie où ça me paraissait intéressant de le faire et je pensais que ça pouvait intéresser les gens. Mmh. C'est surtout ça, quoi. Je pensais non pas que ma vie intéressait les gens,
parce que ça je le pense pas, mais je pensais qu'un récit de vie, Mmh. même d'une vie aussi spéciale que n'importe quelle vie, touche les gens parce que c'est au fond quelque part la leur. Voilà, c'est ça. Rien n'a changé depuis Montaigne et l'humaine condition, mais c'est toujours la manière dont on raconte les choses qui est personnelle, qui fait que ça reste quand même, Mmh. malgré tout, une façon de s'adresser à l'autre, qui n'est pas, qui reste généreuse, voilà, qui reste quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'entre-soi. On n'impose pas son entre-soi à l'autre, on parle de soi, mais ça parle à l'autre. Et c'est ça qui est important, c'est que quand on parle de soi, ça doit pouvoir parler à l'autre. Et c'est un petit peu ce travail que j'ai essayé de faire. En plus, j'ai eu la chance, pour l'écrire, d'avoir un public. C'est-à-dire qu'il y avait ce qu'on appelait, et ce qu'on appelle encore, les jeudis de l'Oulipo, qui sont des moments de séance de lecture publique. C'était en 2015, quand j'ai commencé à l'écrire. J'ai paru en 2017, donc j'ai dû commencer à peu près à cette époque-là. Et lire le premier chapitre a permis de comprendre que ça fonctionnait. Et vous voyez, là, c'est le contre-exemple par rapport à ce que je disais. Le premier chapitre a été décisif. Mmh. Je savais que c'était le premier chapitre, je l'ai écrit comme un premier chapitre. Je ne savais pas encore ça allait donner tout un livre, mais en tout cas, je savais que c'était un récit qui devait se trouver de manière, centrale, mais donc, puisque c'est central, c'est au début, puisque ça donne toute l'orientation, dans laquelle je racontais la manière dont je m'étais vécu comme un monstre, heu, pendant une bonne partie de mon enfance et mon adolescence. Comme quelqu'un d'égoïste, comme quelqu'un comme un salaud vis-à-vis de mon rapport à mes parents, puisque je ne les aimais pas et que je comprenais pas pourquoi je les aimais pas. Et l'écrire m'a permis de le comprendre, hem et cette chance de pouvoir écrire ce premier chapitre m'a donné des rails. C'est-à-dire que la base, non seulement narrative, mais y compris de ton, y compris d'ambiance, y compris d'atmosphère, de couleurs, une fois de plus, a permis d'installer une sorte de, logique, qui a entraîné tous les autres chapitres. Je me suis dit que je pouvais tous les écrire de la même façon. Le premier chapitre, on rit en le lisant, alors que c'est en fait un chapitre, assez terrible, puisque je raconte 2 enterrements et un passage à la folie. Mais ces 2 enterrements sont traités d'une manière un peu burlesque, et ça m'a permis de lancer la chose. Donc, oui, ça a à voir avec ça, hein, ça a à voir avec la question, de, l'intime. En quoi est-ce que l'intime est commun? Et je crois que franchement, je pense que l'intime est vraiment commun, sinon on lirait pas, les aveux ou les confessions, voilà. Hem, on lirait pas, Montaigne, on lirait pas, des récits, comme, je sais pas, la promesse de l'aube, enfin, ces récits qui sont des récits tout à fait personnels sont des récits universels. C'est ça qui est intéressant. Si le personnel reste personnel, autant en faire un journal intime. Mmh. Le but n'est pas d'en faire un journal intime, c'est d'en faire un journal public et de faire de cette publicité, littéralement, quelque chose qui, atteigne l'autre, là où il est et pas là où vous êtes vous, hein. Il faut le toucher exactement là où il se trouve et c'est ce qui m'intéressait. Est-ce que vous pourriez nous raconter, le moment, s'il y en a eu un, où vous avez pris la décision de devenir écrivain? Oh, c'est très tôt, c'est-à-dire, j'ai dû écrire mon premier roman qui n'a pas été publié à l'âge de 18 ans, 19 ans. Hem, C'était pas terrible, hein, mais enfin c'était en tout cas, quelque chose qui me donnait envie d'écrire. Devenir écrivain, c'est quelque chose qui est compliqué parce qu'en fait, on le devient par la force des choses, mais on le devient parce qu'on a le temps de le devenir et qu'on gagne assez pour, passer son temps à ça. Mais écrire, j'ai tout le temps eu envie. Je sais qu'à l'âge de 13-14 ans, je notais des choses, j'ai retrouvé un peu par, miracle, un petit carnet jaune, où je notais tout ce qui me plaisait dans les livres que je lisais. Donc ce sont des fragments, des citations, des phrases courtes, des formules, et j'ai eu ça à partir du moment où j'ai commencé vraiment à lire des livres, qui quittaient l'univers du livre pour enfants pour entrer dans l'univers de l'adulte. Heu et donc dès 13-14 ans, je pense que j'ai eu envie d'écrire, sans vraiment imaginer qu'un jour Mmh. je serais écrivain, mais juste écrire. Et Comment je c'est voyais pas ça contradictoire du tout avec un autre métier. ouais. C'est-à-dire, je pouvais très bien faire des mathématiques et écrire, je pouvais faire, être architecte et écrire. Je savais pas ce que je voulais faire. Je suis certain que je ne voulais pas être écrivain. J'avais pas du tout, j'étais pas un wannabe écrivain. D'accord. J'étais simplement quelqu'un qui aimait écrire
et qui était tout à fait prêt à avoir une deuxième vie, c'est-à-dire, à faire des mathématiques, à faire, du journalisme, à écrire des romans parallèlement à ça. Sauf que, c'est très compliqué d'être, dans l'écriture du journalisme et écrivain. C'est très compliqué. C'est Pourquoi 2 ça? écritures très différentes. Parce que les écritures sont tellement différentes qu'on Oui, n'arrive pas à faire la part des choses? et parce qu'il faut faire un énorme effort pour quitter l'écriture journalistique, pour re-rentrer dans l'écriture, d'auteur. C'est C vraiment pas 2, c'est 2 univers complètement différents. C'est presque un exercice à faire en école de journalisme et en école de s'il y avait des écoles d'écriture, ce serait de prendre un article de journal et dites: «Faites-moi un roman», et de prendre un bout de roman et de dire, je sais pas, vous prenez la scène des barricades dans, la scène de Gavroche par exemple, Mmh. Les Misérables. dans Les Misérables, et puis vous décidez d'en faire, un reportage. Challenge. Mais oui, c'est Bah, c'est intéressant. un peu l'exercice de Ça style. c'est ça, et vous prenez un magnifique reportage qui a été fait par, une journaliste amie, lorsqu'elle est allée sur, les scènes de l'Indonésie dévastée après le typhon, et le tsunami. Il y avait eu les 2 à la fois, un typhon et un tsunami, et où elle raconte, comment, pour envoyer ses fax, il faut qu'elle débranche, heu, les prises électriques sur lesquelles on opère des gens, et on la laisse quand même débrancher parce qu'il faut qu'elle recharge son portable et qu'elle envoie les photos parce que sinon il y aura pas d'argent qui va venir, et donc finalement l'enjeu, c'est à la fois de prévenir le monde qu'il se passe des choses et simultanément d'opérer les gens blessés, Mmh. et on lui laisse recharger son portable. Quand vous avez ce reportage-là, vous vous dites: «Qu'est-ce qu'on fait de ça dans un roman? Comment on le traite?» C'est génial comme vraie problématique. Comment est-ce qu'on raconte dans un roman une scène aussi dramatique? Mmh. Pour revenir, à ce moment où vous avez commencé enfin, donc vous avez commencé à écrire, à un moment donné, en fait, donc vous avez effectivement plusieurs métiers et donc on peut en Mmh. parler, donc de les mathématiques, c'est votre passion de ce Ça a moment-là, duré pas très longtemps, en fait. les mathématiques et le journalisme, Ouais. justement. Mais à un moment donné, vous commencez, donc enfin, vous arrivez à avoir des opportunités pour travailler plus l'écriture et notamment via le cadre de l'Oulipo. Comment s'est fait cette rencontre aussi avec l'Oulipo? Et est-ce que vous pourriez nous expliquer, parce que ça fait 10 fois qu'on dit ce mot et je pense que les personnes qui nous Mmh. écoutent ne savent pas forcément ce que c'est. Est-ce que vous pourriez nous expliquer avec des mots simples Bien ce que sûr. c'est? Alors, je vais leur expliquer l'Oulipo et Ouais. ensuite comment alors l'Oulipo, c'est un groupe de travail d'écrivains qui existe depuis 1960 et qui, regroupe des individus qui sont à la fois des écrivains, des mathématiciens, des pataphysiciens. Je ne vais pas rentrer dans l'explication de ce que c'est qu'un pataphysicien, c'est trop long, mais c'est le collège de pataphysique qui est né dans les années 50, dans lequel il y avait aussi bien, Raymond Queneau que Henri Salvador, que Boris Vian, enfin bon voilà. Des musiciens, des artistes, et qui s'est en gros éteint dans les années 70, après 68, ce qu'on peut comprendre. Et donc tous ces gens-là se sont, regroupés pour un hommage à Raymond Queneau dans un colloque, à Cerisy, et ils ont décidé, à une dizaine, de fonder un petit groupe de travail qui s'intéressait aux connexions entre littérature et mathématiques. Et au début, donc, ils s'intéressaient à ce qu'on peut appeler la structure en mathématiques, hem, en littérature, et ils voulaient faire quelque chose qui ressemblait à un groupe de mathématiques qui s'appelait Bourbaki, mais ils voulaient faire pareil avec la littérature. Donc ils ont fondé un groupe qu'ils ont appelé Oulipo. Au début, ça s'appelait pas comme ça, mais ça a pris ce nom-là. D'ailleurs, c'est un succès aussi d'acronyme, hein, parce que Oulipo, c'est assez rigolo comme nom, donc voilà. Donc c'était des individus que j'ai croisés, moi, 30 ans après leur fondation, dans les années 90, parce que j'ai publié 2 livres successifs chez, Paul Fournel, qui dirigeait à l'époque les éditions Segers. Et mes 2 premiers livres ont été publiés chez Segers, et les 2 livres étaient, sans que je le sache, oulipiens. Enfin, Sans que vous le sachiez? oui, enfin, c'était pas pour moi le je souhaitais pas faire des livres oulipiens, je faisais des livres comme je les sentais, et objectivement, ils étaient oulipiens. Parce qu'il y avait un Heu, lien donc avec les mathématiques? oui, très fort. Le premier, c'était des nouvelles, et toutes les nouvelles faisaient 2000 signes, exactement Mmh. 2000 signes. C'était pas du tout parce que je voulais être oulipien, c'était parce que le metteur en page du journal dans lequel je faisais mes nouvelles m'avait dit, j'étais tout le temps en retard, il m'avait dit: «Tu fais chier, si tu les remets en retard, au moins fais-moi 2000 signes». Comme ça rentre exactement dans la Et page, vous étiez mis cette contrainte? et je m'étais mis de faire 2000 signes. Donc quand la robe était rose, et que je voulais une lettre de plus, elle devenait rouge. Voilà, et tout était comme ça. C'est-à-dire je transformais le texte pour que ça rentre exactement dans les 2000 signes, Mmh. et après c'était pas vrai puisque une fois que c'est passé à la correction, je me rendais compte que j'avais une insécable, ou que j'avais un espace fine, qui bon bref, ça changeait. Enfin, mon idée à moi, c'était de remettre 2000 signes, et le deuxième livre était construit sur un jeu,
sur un jeu qu'on appelle le jeu militaire et c'était aussi une contrainte que je m'étais fixée, sans penser qu'à un quelconque instant, ça allait éveiller l'attention de l'Oulipo. Mon éditeur m'a proposé, donc Paul Fournel, m'a proposé de venir une fois à une réunion de l'Oulipo. J'ai trouvé ces gens-là tout à fait charmants et 1 an plus tard, j'étais coopté à l'Oulipo et j'ai appris qu'il fallait ne pas demander à rentrer à l'Oulipo pour y rentrer. Voilà. Donc c'est un groupe, d'amis en fait, hein, puisque, un des facteurs importants de ce groupe qui existe depuis maintenant, donc 60 ans, c'est qu'on y rentre, sans jamais pouvoir le quitter. On ne peut pas démissionner, il ne faut pas demander à y rentrer pour y rentrer. On ne le quitte jamais. Quand on meurt, on est excusé pour cause de décès. Donc il y a des logiques qui sont, très séduisantes pour le jeune homme que j'étais. J'avais 35 ans quand je suis rentré, j'étais, totalement étonné de rentrer dans le groupe dans lequel avait été Italo Calvino. Parce que l'un de mes modèles d'écriture avait toujours été Italo Calvino. Je savais qu'il était membre de l'Oulipo, mais je n'avais pas du tout, la vision claire de ce que ça représentait. Je connaissais Pérec, je connaissais Queneau, je connaissais bien sûr quelques membres de l'Oulipo. Heu, à l'époque, dans mes amis, il y avait Jacques Bins, il y avait des Jacques Jouet, puisque je les avais rencontrés, lors d'une émission de France Culture qui s'appelait Les Papous dans la tête, à laquelle j'ai Mmh. collaboré pendant 30 ans. Mais c'était pas du tout pour moi, un projet que de rentrer à l'Oulipo. Mais j'y ai trouvé une famille, c'est important cette notion familiale, une famille de pensée, une famille élective et ça a été un très grand stimulant pour mon travail parce qu'on fait à l'Oulipo des choses qu'on n'oserait pas faire si on n'était pas membre de l'Oulipo. Par exemple. Bah, par exemple, j'ai écrit 1000 fois une réponse à la question «À quoi tu penses?». Si vous n'avez pas des gens qui vous Ah. disent: «Tu es pas dingue, tu peux le faire, c'est pas absurde», bah, vous le faites pas. Si j'ai écrit, des 225, mise en situation de la Joconde dans des endroits différents. Oui. Voilà. Donc j'ai fait des choses comme ça, que j'aurais sans doute pas eu l'idée de faire sans Mmh. l'Oulipo, que j'ai trouvé, extrêmement amusantes, à réaliser, qui ont donné naissance à autre chose, qui m'ont formé l'esprit, qui m'ont, orienté vers ce que j'aimais le plus, en fait, dans le travail oulipien, qui était le jeu. Bah, c'est ça, ça répond un peu à la Voilà. question sur le plaisir aussi, parce qu'il y a quand même une notion de jeu dans Oui, oui, l'Oulipo bien et sûr. Bien sûr, c'est mais vous parliez du plaisir d'écrire. oui, oui. C'est pas tout à fait la même chose. Quand vous écrivez un texte oulipien qui va faire rire les autres, heu, on s'amuse pas forcément à l'écrire. Mmh. C'est quand il est écrit, on se dit: «Ah, c'est rigolo. C'est pas mal. Je suis quand même un mec marrant là». C'est Voilà, quand là vous même êtes sympa. content. Mais sinon, c'est pas inhérent, hein, c'est pas inhérent à Mmh. l'écriture elle-même. C'est juste un effet produit de votre travail Je d'écriture comprends. que de donner quelque chose de drôle. Il y a plusieurs choses très dures à faire en écriture. C'est faire rire, ça c'est vraiment très, très dur en fait. C'est un et la chose la plus dure je crois que c'est faire peur et ça je me suis jamais, lancé là-dedans, Peut-être un challenge à mais c'est venir. mais c'est un vrai défi ça. Mais c'est très difficile. Shining ça fait peur, Stephen King ça fait peur. Mmh. Quand j'ai lu le Horla de C'est vrai que ça Maupassant, fait peur. ça fait peur. J'ai lu quelques livres qui me faisaient peur. Donc le secret de faire peur, Lovecraft, ça fait peur. Donc c'est très compliqué, heu et là chapeau quoi. Rendre quelqu'un triste en racontant une histoire triste, c'est facile, voilà. Mmh. Vraiment faire rire et faire peur, c'est très difficile. Peut-être que c'est les 2 choses qui sont les plus, humaines et animales chez nous. La peur, c'est la base de l'animalité, c'est pour ça que les animaux existent et qu'ils survivent, parce qu'ils ont peur et ce qui fait la définition presque de l'être humain, en tout cas du primate supérieur, c'est le rire. Donc c'est 2 choses qui sont, où le corps est en enfin, où il y a du corps quoi, Mmh. où du le corps est en jeu dans l'écriture. Le corps de l'autre, hein, le corps du lecteur. Donc faire hérisser, les poils de la peau, parce qu'on a un peu peur, c'est formidable d'arriver à faire ça. Vous parliez de la notion de famille, vous disiez que c'était important. C'est vrai qu'on imagine souvent l'écrivain assez seul et donc ça revient toujours à cette question aussi du plaisir et donc lié à la solitude. Hem, le fait d'avoir des personnes avec lesquelles interagir, qui vous challenge, avec lesquelles vous pouvez faire des jeux, ça a été pour vous une source de créativité d'après ce que je comprends? Ça reste relativement solitaire quand même, c'est-à-dire on se voit tous les mois, mais 1 Le fois par reste du mois, ça fait temps, pas oui, vous c'est êtes dans votre beaucoup. bureau. Oui, oui, mais 29 jours, par mois, on est quand même dans son bureau. Mmh. Non, ce qui se passe avec, le côté familial, heu, de l'Oulipo, c'est tout de même qu'on n'est pas non plus dans le mythe de l'écrivain. Ça nous sauve aussi.
Parce que le mythe de l'écrivain, c'est quand même, des sables mouvants pour beaucoup d'auteurs. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ah bah, on peut se noyer dans l'image de l'écriture, Donc c'est-à-dire le dans mythe de l'écrivain, le c'est mythe de de se mettre dans l'écrivain, une posture d'écrivain. c'est la posture, c'est ne pas se remettre en question, c'est vouloir être écrivain, c'est très dangereux. C'est, refaire un livre, parce qu'il a eu du succès, on veut refaire le même. On se répète quoi. Il y a toute une série de choses qui sont des pour lesquelles l'Oulipo sert vraiment de garde-fou et aussi l'ego. Bah, j'allais vous dire L'ego. finalement, en fait, est-ce qu'il faut ne pas avoir d'ego? Non, il faut un ego, sinon on n'écrit pas. Si vous pensez pas que ce que vous écrivez, a le moindre intérêt pour personne, vous n'écrivez rien. Donc Mmh, il faut un tout petit peu de désir d'écrire et de narcissisme bien placé, une petite il faut un peu de couche. narcissisme quand même pour écrire. Mais, il faut aussi à un moment donné pour ne pas prendre, le risque, une fois de plus de la répétition ou, de se regarder écrire, ce qui est la pire des choses. Il faut, se confronter à l'idée que, le succès n'est rien. Il y a des gens géniaux à l'Oulipo qui vendent 200 livres Mmh. et lorsqu'on a vendu 1,5 million, comme moi avec El Mali, on doit se poser, la question de savoir si c'est si important que ça, quoi. Et d'ailleurs, vous dites, je l'ai lu dans plusieurs interviews, que finalement, pas que c'est un hasard, mais disons que pourquoi l'Anomalie versus l'un autre de vos livres? Alors il y a certainement des raisons, mais Ah, il y a des raisons. vous remettez quand même, j'ai l'impression, en cause, en tout cas l'attachement au succès. Oui, enfin, pour l'Anomalie, je dois avouer quand même qu'il y a des raisons spécifiques à ce succès, qui sont des raisons qui sont liées au livre, mais des raisons aussi qui sont liées aux facteurs extérieurs que je ne maîtrisais pas. Mmh mh. On peut les énumérer. Le livre, qui a été écrit assez rapidement en 2019, est paru au moment où, on était en plein dans le confinement. Donc le titre lui-même, qui était un mauvais titre, on m'a dit 10 fois de suite: «C'était pas un bon titre». Ah, vous Finalement, il est trouvez? devenu un très bon Ouais, titre. moi je trouve que c'est un très bon Non, mais titre. c'est a posteriori. Ouais. C'est-à-dire, a priori comme ça, c'est pas forcément un formidable titre, mais ça a un petit côté kundérien que j'aimais bien. De toute Ouais. façon, j'aimais bien ça. La donc le facteur confinement, le facteur évasion du livre, le facteur distraction du livre, le facteur, disons, des dizaines de enfin une dizaine de personnages, voyager dans le monde entier, un livre mondial au moment Mmh. où on pouvait pas bouger, C'est vrai. où on devait dîner avec 6 personnes maximum, sinon on avertissait la police. Mmh. Enfin, des situations totalement aberrantes. Ont fait que le livre a bien commencé, a bien marché et que lorsqu'il a reçu la bande rouge du Goncourt, ça a eu un effet d'entraînement et multiplicateur considérable. J'en ai vendu 45 000 au moment où le livre est arrivé au moment du concours et quasiment, 10 fois plus, Après le avant label, ouais. Noël et puis encore 3 fois plus au fur et à mesure de la vie du livre. Donc le phénomène, donc là, est extérieur, c'est-à-dire c'est la bande rouge, c'est tout ça et puis simultanément le livre avait ses qualités qui étaient, le fait que je l'avais construit quand même comme un page turner, en m'amusant avec les codes du page turner, c'est-à-dire ce que en bon français on appelle le cliffhanger à la fin des chapitres, des trucs de relance, où je m'amusais à faire un livre à la Crichton, comme j'avais aimé quand j'avais 14 15 ans, quand je lisais Jurassic Park par exemple, que j'avais trouvé très réussi en termes de construction et même au niveau d'idées, je trouvais ça assez formidable. Donc je voulais m'amuser à ça, quoi. Euh, donc j'avais joué avec des codes. Et j'avais d'ailleurs dit à Karina Ossine, qui était mon éditrice à l'époque, je lui ai dit: «Tu vas voir, on va faire un best-seller». Mais pour moi, un best-seller, c'était 50 000 exemplaires, c'était Mmh. à ma mesure, Vous quoi. êtes pris à votre Voilà, pardon, vous êtes c'est pris à votre ça, propre jeu. c'est ça. À un moment donné, on s'amuse à faire un truc et qui marche au-delà de ses propres espérances et de ses propres ambitions, quoi. Donc là, on est dépassé par quelque chose qui nous appartient plus. Il y a même des gens qui lisent le livre parce qu'il a du succès, ce qui est tout à fait logique. Moi, je suis allé voir un film que je n'aurais jamais vu s'il n'avait pas eu autant de succès, qui est, Barbie. Mmh. Franchement, je suis pas la cible, hein. J'allais dire Hervé Letellier va voir Barbie, Oui, je vais voir Barbie. Je suis même allé voir Barbie avec des amis, à la campagne, voilà, ceci dit, c'était c'est très très ludique. oui, 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 je me suis, amusé pendant la première demi-heure, Mmh. disons, voilà. Après, bon. Mais, mais donc quand on a un livre à succès, on est aussi acheté par des gens qui sont curieux de savoir pourquoi le Bien livre a sûr. autant de succès. Ouais, ouais. Donc bon, heu, mais enfin les faits sont là et puis donc tout ça pour dire qu'à l'Oulipo, il y a, aussi bien des auteurs, qui ont des succès avec des livres que d'autres qui n'ont pas de succès avec leurs livres, que des livres qui ont marché, que d'autres livres qui ne marchent pas et ça c'est complètement, on ne sait pas comment ça marche.
On ne sait toujours pas, après avoir écrit un livre, qui a très bien marché, qu'on ne connaît pas les recettes. Et Mmh. heureusement, parce que sinon, enfin, il y a des recettes où on sait que ça fonctionne. Je ne vais pas citer d'auteurs, mais ils font toujours le même livre ou elles font toujours le même livre et ça marche à tous les coups. Bon, très bien. Simplement moi, je ne sais pas faire ça. Donc l'Oulipo sert de garde-fou. Pour revenir à ce groupe, ça sert vraiment de garde-fou. Hem, Paul Fournel, donc mon premier éditeur et qui était à l'époque, qui était plus président de l'Oulipo, mais qui l'avait été pendant 20 ans, lorsque j'ai su le Goncourt, a tweeté, Hervé Letellier victime du Goncourt. Mmh. Voilà, et j'avais trouvé ça assez bien vu parce que c'est vrai que, heu, c'est à la fois une opportunité formidable, une chance merveilleuse et puis, Un peu on est enfermant. et puis simultanément il y a des effets, secondaires qui sont le fait que pendant 2 ans vous ne pouvez pas écrire, que vous êtes pris par autre chose, que ça met un poids, quand même sur l'écriture ultérieure qui n'est pas négligeable et donc bon tout ça est quand même là pour nous rappeler, que dans le succès d'un livre, il y a de l'impondérable et il y a des effets secondaires. Je voulais vous poser la question justement de la gestion de ce succès parce qu'on a l'impression que, en tout cas, vous essayez d'en être très détaché et c'est intéressant parce que vu que c'est arrivé il y a finalement assez peu de temps, vous pourriez être, dedans. Enfin, vous l'êtes dedans au Mais j'y sens où suis vous le encore à vivez, cause mais des ce que je veux à dire, cause des c'est traductions tout voilà, mais simplement, il y mais a d'un autre côté quand même une forme de recul, ou en tout cas une volonté de recul de votre part et ça, je trouve ça intéressant parce qu'en fait, je l'ai eu tard aussi. C'est-à-dire que ça compte. Je pense que je l'aurais eu à 43 ans ou à mmh, 45 ans, le Goncourt, ça aurait été différent. Je l'ai eu à 63, donc j'ai une historique, de création derrière moi, heu, une connaissance du monde de la littérature, au point que j'ai enseigné même, l'histoire de l'édition, que j'ai enseigné l'économie de l'édition. Donc je connais un peu les mécanismes qui sont les mécanismes économiques des livres, je connais bien les maisons d'édition, toutes. Donc quand le succès arrive, c'est tant mieux, mais c'est aussi tard. Je dis pas que c'est trop tard, hein, pas du tout, hein, tout est bon à prendre dans un succès, il ne faut pas cracher dans la soupe, hein. C'est juste que, je ne peux pas recevoir le Goncourt comme un jeune auteur et comme Jean-Paul Dubois qui l'a reçu l'année précédente, qui a été très flegmatique sur cette question, j'ai essayé d'avoir le même flegme. Sauf que, contrairement à Jean-Paul, qui, habite à Bordeaux, qui sort pas beaucoup, moi je suis parisien, j'ai une vie, assez, heu, je dirais pas mondaine du tout, mais en tout cas j'ai une vie quoi, ici, où je vois plein de gens. Donc ça a été beaucoup plus, sensible pour moi. Mais j'ai pas changé de vie du tout, j'ai refait l'appart parce que j'avais besoin d'avoir un bureau plus grand, j'ai confié tout le succès à mon éditeur et à mon agent et ils ont géré tout ça et sur la vie quotidienne, rien n'a beaucoup changé. vous avez dû mettre en place des garde-fous? Vous parliez des Non, garde-fous d'Oulipo, mais non, là, quand même pas? non, non, c'est pas la peine. Même Enfin, contre vous-même, hein, pour, n ne pas arrêter d'écrire ou des choses comme ça? non, en fait, j'ai eu des problèmes de type médicaux, oculaires qui font que ça m'a aussi pas mal pris la tête pendant 2 ans. Donc ces questions, disons qui étaient beaucoup plus, physiologiques même, ont pris le pas sur tout le reste. Donc c'était très, je dirais pas que c'était pratique parce que c'était un peu angoissant, la perspective de perdre un œil, mais surtout que j'en ai déjà perdu un, donc c'était un peu embêtant de perdre l'autre. Mais ça a un peu occupé, disons mon esprit, et ça m'a presque interdit de, entre guillemets, Mmh. «jouir» du, de la félicité, du prix. Mais c'était finalement pas si mal que ça, parce que, je pense qu'il y a des effets, pas forcément très positifs dans la gestion d'un succès. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, je pense que, on peut s'oublier. C'est-à-dire, on peut être emmené sur la vague et croire qu'on appartient à la vague alors que non. Et puis la vague finit toujours par arriver à la plage, se briser et puis il y a plus de vague. Mmh. Donc vaut mieux être éviter d'être sur une vague. Non, mais c'est une métaphore un peu C'est idiote, non, sans non, doute mais maritime, elle est parlante. mais c'est un peu ça. Ouais. Alors bien sûr la vague grossit, lorsqu'on arrive près de la plage, mais attention, elle arrive près de la plage, hein, Faut c'est avoir fini. conscience qu'on est sur la vague, quoi. Voilà, faut juste le penser. Et puis, ça ouvre des portes, ça fait revivre les livres d'avant, tout ça n'est pas à négliger, toutes les familles heureuses qui étaient prévues pour le poche, mais qui n'étaient pas sorties, qui sans doute si j'avais pas eu le concours, Mmh. auraient été retardées, voire annulées et sorties et puis ça a été un bon succès en poche. Mais on continue
je fais des propositions, de livres qui parfois me sont refusées, donc c'est plutôt bon signe. Pas sur les livres, mais sur le fait Ouais, voilà. que voilà, que quand je propose quelque chose d'un peu trop expérimental et un peu trop compliqué, on me le refuse. Voilà, enfin, tu vois, l'éditeur auquel je le propose, me le refuse. Donc le succès de l'Anomalie n'a pas, quand même tout changé et c'est tant mieux. Non, ça change pas grand-chose en fait, et je suis pas sûr que ça change, beaucoup chez beaucoup d'auteurs. Je pense que beaucoup ont la sagesse de relativiser, hem, mais c'est un danger, c'est un danger. Nous, on est très solitaires. Je pense que c'est très différent si on était dans quelque chose qui serait de l'ordre de la représentation permanente, Oui, plus c'est-à-dire, médiatique encore. comédiens, musiciens, Ouais. eux, vraiment, le succès peut être destructeur. Mmh. Mais nous, qu'est-ce que ça change? On passe quand même pour écrire, 80 de notre temps chez nous et 3 de notre temps en représentation Mmh. et dans des contextes qui ne sont pas des contextes où on a besoin de gigoter sur scène, donc c'est très, très non, mais c'est vrai, c'est très, très C'est vrai. différent et on n'est pas reconnus dans la rue. Ouais, ça fait Donc une ça grosse aussi, différence c'est aussi. une grosse différence, c'est qu'on n'est pas des personnages publics. Le Heu, nom je peut être connu, mais c'est vrai que le visage l'est rarement. non, enfin, je peux prendre un train, tranquillement avec quelqu'un qui lit en face de moi l'Anomalie et je résiste au plaisir Ça de doit lui être drôle dire: d'ailleurs. C'est moi. Vous aimez? Vous êtes page combien? Ça vous a plu?» Non, il y a aucun danger que je sois reconnu, ça arrive très, très, Mmh. très peu. Hervé, pour terminer l'épisode, j'ai toujours quelques questions un peu personnelles, si vous acceptez que je vous les pose. Bah, bien sûr, c'est si je n'y réponde pas, ça pose aucun problème. Vous pourrez me dire non. La première, c'est est-ce que vous avez vécu dans votre vie un grand échec, qui serait un peu votre plus bel échec, si je puis dire? Puis surtout, qu'est-ce que vous en avez tiré comme enseignement, dont vous pourriez nous parler? Ouais, bah, bien sûr, c'est pas des échecs professionnels en général, Ça peut être les c'est 2, hein. des échecs oui, oui, bien sûr. Bah, je l'explique d'ailleurs dans Toutes les familles heureuses, j'ai pas sauvé quelqu'un. Mmh. Ça, c'est un vrai échec. Vous aimez quelqu'un, la personne meurt et vous savez qu'elle meurt parce que, quelque part, vous ne pouviez pas la sauver. Mais ça, c'est un échec. C'est le plus gros des échecs, c'est de croire qu'on peut sauver quelqu'un. L'échec, c'est de croire qu'on peut sauver quelqu'un. Non, l'échec, c'est de ne pas le sauver, mais le drame, c'est de croire qu'on pouvait le sauver. Merci. S'il y avait quelque chose qui était à refaire, qu'est-ce que vous referiez différemment? Oh, je sais pas. Ça, franchement, c'est une question, un peu complexe parce que, il y a des milliards d'embranchements dans la vie, et à la fin, on se dit qu'on a eu «un destin» entre guillemets qui a abouti à ceci et on se place dans le présent pour juger le passé. Mon présent, ça va. Hem, je sais vraiment pas, ce que j'aurais pu changer à un moment donné. Mmh, j'ai trop de regrets pour en privilégier un, on va dire. Voilà. Bonne réponse. Qu'est-ce que vous trouvez beau? Ça peut être au sens métaphorique, ou vraiment, Ce que je trouve beau, littéral. heu, notre petitesse, c'est-à-dire le fait qu'on puisse regarder le ciel, la nuit et se projeter dans notre infini enfin, dans l'infinité de notre petitesse. Ça, je trouve ça formidable. Donc qu'on puisse se ramener à quelque chose de minuscule. Des moments de sublime. Ouais, c'est pas forcément du sublime d'ailleurs, je suis pas sûr de mot, Mmh. mais ce sont des moments enfin, parce que le sublime, c'est quelque chose de très précis dans la philosophie, donc je Mmh. ne vais pas dire ça. Non, ce que je trouve beau, c'est le fait qu'on puisse s'oublier. C'est-à-dire en tant que qu'on puisse se rendre compte qu'on est rien, voilà et la difficulté et ce que je trouve laid, au fond, parce que c'est la contraposée de la question, ce que je trouve laid, c'est de s'attribuer trop d'importance et J'allais y vous compris poser dans les la rapports question. humains. J'allais vous poser la question, qu'est-ce qui vous irrite? Que Ah, ce vous qui m'irrite, oui. Bon, bah, ce qui m'irrite, c'est les il y a plein de choses qui m'irritent, voilà, plein de choses. et le fait de se La troisième donner. poussette dans le bus, vous voyez, voilà, ça m'irrite. Mais Bon, alors mais une meilleure personne question, n'y est c'est pour peut-être rien, hein, ceci une dit, meilleure hein. question, c'est peut-être qu'est-ce que vous trouvez laid justement? Et donc vous disiez le fait de se donner trop d'importance. Non, non, ce que je trouve laid, c'est les comportements, c'est pas, que le lion dévore la gazelle, je trouve ça naturel, voilà. Que l'être humain humilie un autre, non, c'est pas terrible. Voilà, ça je trouve ça moche.
Voilà. Ce qui n'empêche que parfois nous humilions sans le vouloir d'autres personnes, mais c'est c'est la société qui est moche. C'est voilà, la société est moche quoi, vraiment. Je trouve qu'on pourrait faire de la terre un jardin et qu'on est juste en train de la bousiller, voilà et ça, c'est quelque chose qui me préoccupe vraiment. Mmh. Est-ce qu'il y a une maxime ou une citation qui vous tient particulièrement à cœur, que vous pourriez partager avec nous? Peut-être, alors soit une que vous avez écrite, soit quelque chose qui vous a inspiré par le passé? Non, il y en a une que j'ai mis en exergue que j'ai attribuée à Victor Misol, que j'aime bien, qui est le vrai pessimiste sait qu'il est déjà trop tard pour l'être. Ça, je l'aime bien. Heu, c'est fait partie de ce qu'on appelle, Freud appelle le Witz, c'est-à-dire le mot d'esprit sur lequel finalement il y en a qui sont géniaux parce qu'on les trouve tout de suite. Celui-là m'a pris du temps pour le trouver et et qui parfois disent beaucoup sur le monde, quoi. Donc moi j'aime bien les phrases qui relèvent du Witz. Mmh. Mais toutes, hein, c'est-à-dire, y compris des phrases, comme, les phrases de Guitry, où il parle, d'une femme qui est en retard, il dit: «Elle est en retard, c'est qu'elle viendra». Je trouve ça génial, c'est-à-dire, c'est une Mmh. inversion de la proposition qui est, en soi, extrêmement, formidable. Donc j'ai pas vraiment de maxime, heu, qui me soit très intimement liée. Je crois vraiment pas. J'en connais beaucoup parce que j'ai beaucoup travaillé sur l'idée de l'aphorisme, mais énormément. J'ai même fait un livre quasiment constitué entièrement d'aphorismes. Donc j'aime beaucoup, Liechtenstein, j'aime beaucoup Chamfort, j'aime beaucoup, des auteurs comme ça, Oscar Wilde, enfin presque riche. Hem, mais aucune d'entre elles, aucun de ces aphorismes, aucune de ces phrases, ne Me sort du lot. ne ressort en tant que telle pour symboliser ce que je peux penser. Mmh. Une fois de plus, celle sur le pessimisme me convient parfaitement parce que je suis assez pessimiste. J'allais vous poser la question si vous vous considérez comme un pessimiste. Ah oui, je suis pessimiste, oui. Oui, oui. Cette façon de voir le monde, oui, c'est assez la mienne. C'est-à-dire, je pense qu'il faut être pessimiste parce que sinon, j'ai fait presque tout un chapitre là-dessus, sur l'optimisme et sur l'espoir. Je pense que l'espoir, ça nous interdit d'agir. Je pense que si on se dit que demain ça ira mieux, si on pense que, sans une action très radicale sur le monde, les choses vont s'arranger, on se trompe. Mais donc c'est un pessimisme actif, parce qu'il y Bah a oui, c'est aussi un des pessimisme actif, voilà, oui. parce qu'il y a quand même des Ah non, mais je pessimismes, suis pas, paralysés. je suis pas l'autruche. D'accord. Ça, c'est pas parce que le lion est derrière moi qu'en mettant la tête dans le sable, Mmh. je vais C'est pas plus être de vu par le voir c'est lion. presque plus du réalisme en réalité que du pessimisme. Ben, être réaliste aujourd'hui, c'est être pessimiste, hein. Mmh. Est-ce qu'il y a justement, alors on fait une belle transition, est-ce qu'il y a une croyance, que vous voyez autour de vous, avec laquelle vous n'êtes pas en phase? Et donc ma question en gros, c'est est-ce que vous avez une croyance qui est controversée? C'est-à-dire que vous voyez que le monde autour de vous n'est plutôt pas aligné avec, quelque chose que vous Bah, j'ai pensez surtout une profondément? non-croyance qui est très controversée. Moi, je crois en rien. Donc je vois des gens qui, croient en des choses auxquelles moi je ne crois pas. Et je pense que c'est un repli, soit des replis identitaires, soit des replis, parce que le monde est devenu trop complexe et qu'on trouve des solutions à tout. Je vois des complotistes, je vois des gens enfin et autour de moi, hein, des gens D'accord, vous qui ne faites pas allusion uniquement à la foi? C'est-à-dire que ah, je fais pas du tout uniquement allusion à la foi. OK, La foi fait partie, ouais. de ces délires collectifs, auxquels je ne souhaite pas participer, mais il y a d'autres, croyances. Moi, je suis atterré par l'idée aujourd'hui qu'une opinion vaille un fait, quoi. Mmh. Que des gens puissent affirmer des choses parce que c'est pas leur opinion, en refusant le fait que l'autre lui indique. Enfin, sur le réchauffement climatique, c'est terrible. Il paraît que 30 de la population, pense que c'est faux. Oui, oui. Bon, bah, 30 c'est énorme. C'est-à-dire qu'en montant dans le bus, il y a une personne sur 3 qui, ne voit pas que le réchauffement climatique est là. Là, il fait un temps de dingue, et ça participe évidemment, de ces évidences que les gens nient, quoi. Mmh. Donc oui, c quand les opinions commencent à valoir les faits, ça me fait peur. Bon, il y a d'autres choses qui m'ennuient, mais qui sont de qui disent que je ne suis pas de cette époque, quoi. Vous le croyez vraiment? Que je ne suis pas de cette époque? Non, je pense que je suis de cette époque, mais je appartiens à une autre époque et j'ai parfois je suis, bon, je vais prendre un exemple tout bête. Moi, j'ai grandi sans télévision.
Ah, il y a aujourd'hui encore des gens qui grandissent sans télévision. Mais je suis arrivé à l'âge de 15 ans, 16 ans, 17 ans, sans avoir vu de télévision ou presque. Non pas parce que mes parents n'en avaient pas, mais parce que je la regardais pas. Donc je suis arrivé à 15-16 ans sans avoir regardé la télé, donc je suis quelqu'un du livre. Et j'ai pris ces habitudes de lire des livres et cetera. Aujourd'hui, non seulement, alors j'ai aussi été très geek, hein, c'est-à-dire, autour de moi, ici, dans ce bureau, il y a 250 appareils électroniques, il y a un iPad, un téléphone, électronique, enfin tout. Je suis très, très électronique et j'ai dirigé des journaux de sciences. Donc je suis très, 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 très technologie. Mais simultanément, je ne passe pas ma vie sur, les réseaux, je ne passe pas ma vie, ni sur Insta, ni sur grand-chose, quoi. Donc je pense que ça fait aussi de belles différences par rapport à une nouvelle génération. Et il va arriver bientôt, un produit technique, qui s'appelle le métavers et je suis très curieux de savoir comment les gens vont, réagir par rapport au métavers. Comment est-ce que la on dit qu'il y a une fracture numérique, mais je pense qu'il y aura une fracture psychologique entre, 2 univers, hein, les gens qui Mmh. iront exister dans le métavers et les gens qui iront exister dans le monde réel. Mais je suis absolument incapable de voir la tendance forte et la lame de fond qui, heu, qui est en route sur la question du métavers. Mais ça va arriver, donc il faut s'y préparer et c'est pour dans très peu de temps, je pense que dans 4-5 ans, quoi. Idem pour l'IA. J'ai travaillé un petit peu pour, Le Monde cet été en faisant une série sur l'intelligence artificielle, série, qui portait sur plein de points que je me posais, sur les rapports qu'on a aux IA, sur, la violence que peut représenter pour le monde du travail l'arrivée de l'intelligence artificielle. Une autre question que je me posais également qui était, est-ce que les IA peuvent ou non nous faire un scénario de type Terminator? Qui est une bonne question, parce que c'est pas du tout une fausse question. Hem et à toutes ces réponses, je n'ai que des enfin, toutes ces questions, je n'ai que des réponses plutôt inquiétantes. Par exemple, je pense qu'on peut établir une relation amoureuse avec une IA. Pour l'instant, pas tellement, mais je C'est pense le que ça va film, nous Her. arriver. Je sais pas si vous avez vu ce Oui, oui, bien film? sûr. Ah oui, ce qui a Mmh. 10 ans déjà, hein. Ouais. C'est un film qui a 10 ans, avec, Gwyneth Paltrow qui donne sa voix, je crois. Non, non, c'est pas du tout, Je me rappelle pas qui est là. Scarlett Johansson. Ah oui, Scarlett Johansson, ouais, C'est c'est la voix ça. extrêmement Ouais, ouais, rauque et ouais. sexy de Scarlett Ouais. Johansson et en face, c'est, je C'est sais plus, Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix. Ouais, ouais. Oui, c'est un film très intéressant. Mmh. Donc je pense que ça va nous arriver et là, ça n'était qu'une voix. Bientôt, ça sera quand même des images puisque je pense qu'il va y avoir une, modification terrible dans le processus du travail pour tous les métiers. Les premiers touchés vont être les graphistes, les musiciens et cetera, mais nous, ça va nous arriver bientôt. Les traducteurs sont impactés de plein Mmh. fouet C'est sûr. par la traduction automatique. Pas encore les traducteurs littéraires, mais les traducteurs en général, oui. Il y avait beaucoup de traducteurs qui faisaient, qui gagnaient de l'argent avec autre chose que de la traduction littéraire et eux, pour eux, c'est dramatique. Donc pour les auteurs, je ne sais pas encore ce que ça va donner, mais ça fournit des idées Mmh. quand même de travailler un tout petit peu avec. Donc voilà, il y a tous ces points-là qui m'intéressent et ça fait partie de ces choses sur lesquelles je suis aussi assez, pessimiste. Dernière question pour vous, enfin 2 dernières questions pour vous. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel vous avez changé d'avis, dont vous Beaucoup, vous rappelez? Mmh. beaucoup. Un en particulier? Oh ben, ils sont tellement nombreux que je pourrais les énumérer. J'ai beaucoup changé d'avis en politique. Heu, alors je reste bon, enfin moi en politique que sur les gens politiques, voilà. J'étais très manichéen, c'est-à-dire, pour moi, moi qui étais engagé à l'extrême gauche quand j'étais adolescent, qui y suis resté très longtemps et qui le reste encore, c'est-à-dire que je pense toujours, que la société est organisée en classes, qu'il faudrait changer, considérablement les choses, que ça marche sur la tête, que c'est pas normal que 1 de la population possède 50 du patrimoine, enfin tout ceci me paraît d'une évidence absolue. En revanche, mes amitiés aujourd'hui, ne tiennent plus du tout compte des critères politiques. Je peux être ami avec des gens qui ne pensent pas du tout comme moi et ce sont des amitiés très fortes et ça nous amuse de penser différemment. Alors que quand j'avais 20-25 ans, des positions très opposées aux miennes, ça Mmh. pouvait m'agacer. Aujourd'hui, je m'en fous, c'est plus du tout important. Heu, Ça, c'est pour les questions politiques. Peut-être aussi,
Sur les questions du couple, j'ai aussi, beaucoup évolué, voilà. Heu, sur les questions des rapports amoureux aussi. Alors c'est sans doute le vieillissement, c'est sans doute quelque chose qui est lié au corps, qui est lié à la manière dont on se vit en tant que, qu'être sexué et être sexuel, heu, où là j'ai beaucoup évolué. Je suis devenu, heu, beaucoup moins, heu, certain de choses dont j'étais, absolument persuadé quand j'avais 20 ans. Voilà. Et puis sinon, littérairement parlant aussi, mes goûts ont beaucoup évolué. C'est-à-dire que, heu, je suis enfin, et ils se sont approfondis en même temps. C'est-à-dire qu'il y a des livres dont, j'étais persuadé qu'ils étaient mes mantras quand j'étais jeune adulte, disons, et qui aujourd'hui, ont quitté mon panthéon, parce que je me rends compte qu'ils m'ennuient. Vous Je en suis avez un en beaucoup plus particulier? voilà. Non, 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 je ne vais pas citer d'auteurs, D'accord. mais il y a des auteurs qui vraiment, m'ont constitué à un moment donné dans mon écriture et qui aujourd'hui, sont sortis de mon univers. Mmh. Hem et d'autres, ils sont rentrés pour y rester définitivement. Mais ceux de mon enfance, c'est-à-dire Gary, hem, Queneau, Calvino, Borges, et je pourrais en citer comme ça, Flaubert, Faulkner sont restés. Mais d'autres, vraiment que j'aimais un peu par snobisme, parce que tout le monde disait que c'était formidable et que j'avais réussi à m'en persuader, bah, aujourd'hui non. Voilà. Un auteur qui est complètement sorti de mon panthéon, c'est Céline. Je trouvais Céline, c'était choquant, c'était séduisant d'être, assélinien quand on avait 25 ans et quand on était d'extrême gauche. Aujourd'hui, je trouve que c'est juste un connard. Voilà. Ça fait partie de mes évolutions, c'est-à-dire, je lis l'écriture de Céline, je vois vraiment pas ce que des universitaires qui ont fait toute leur carrière là-dessus peuvent trouver. Je trouve que c'est en fait assez, c'est assez éructant et au fond ça c'est moins intéressant qu'Aragon, c'est beaucoup moins intéressant qu'Aragon, c'est beaucoup moins intéressant que Malraux, pour prendre des auteurs de l'époque, et puis, plus tard, moins intéressant que Blondin, Mmh. donc non, Céline, non. Il a sorti il est sorti assez naturellement de mes lieux d'admiration. Là, j'ai relu, un auteur, qui Rebattet, que plus personne ne lit, mais tant mieux. J'avais trouvé très intéressant les livres de Rebattet, bien qu'antisémite notoire. Ce qui m'intéressait, c'était le style de Rebattet. Aujourd'hui, je trouve pas ça intéressant. Mmh. Alors que, vraiment adolescent, j'étais tenté de chercher dans ces gens qui appartenaient à l'Action française, à la réaction la plus vile, qui pouvait exister, à la collaboration avec le nazisme, à l'antisémitisme, vraiment viscéral et sanglant. Je retrouvais un certain intérêt littéraire. Aujourd'hui, je regarde et je suis plus du tout admiratif et j'ai un certain dégoût, et je reste assez stupéfait de voir que ça occupe encore une place importante dans l'univers universitaire. Alors, vous me faites une belle transition parce que ma dernière question, c'est au sujet des livres. Alors avec vous, c'est Mmh. un vaste sujet, mais vous me parliez des livres qui vous ont marqué et qui sont restés avec vous. Est-ce qu'il y en aurait un ou 2 que vous pourriez partager avec nous qui ont été particulièrement marquants et pourquoi? Oui, alors on a toujours envie de répondre que c'est compliqué de répondre à ça, mais on se dit en fait que c'est une bonne action de répondre. Tout Parce à que, fait. parce qu'il faut que les gens, lisent et qu'ils lisent des livres, qui sont des livres de passage à la lecture. C'est-à-dire qu'ils leur permettent, une fois qu'ils les ont lus, de se dire: «J'ai envie d'en lire d'autres». J'en recommanderais un de Calvino, c'est Marco Valdo, qui est à mon avis un des plus beaux livres sur la poésie de la classe ouvrière. C'est-à-dire un livre où un jeune ouvrier, manutentionnaire, on ne sait pas très bien quel boulot il fait. Il est marié, il a 3 enfants, il vit en ville, d'ailleurs le sous-titre c'est «Où les saisons en ville», vit toute une série de petites aventures. Des petites aventures, où on sent que c'est un paysan exilé, et c'est totalement génial. C'est un livre, d'une magnifique écriture, qui est insurpassable à mon avis, d'une légèreté, d'une fluidité sans limite. Qui est le livre que je donne tout le temps. Donc très souvent, je ne l'ai pas dans ma bibliothèque, il faut que je le rachète. Donc ça, c'est un premier livre, et puis, un deuxième livre que je recommanderais, c'est un livre de poésie pour changer un peu, parce que
on lit pas assez de poésie et on lit pas assez de poésie contemporaine. Voilà. Donc je vais prendre un auteur contemporain, je vais prendre un ami, je vais prendre Victor Pouchet et je vais prendre La Grande Aventure. C'est un livre de poésie qu'il a publié chez Grasset. La poésie, c'est quelque chose qui est compliqué, on est toujours à la limite entre le grandiose, enfin, la volonté de faire du grandiose et le risque du ridicule. Mmh. Heu et Victor, il est à la limite, c'est-à-dire qu'il est sur la ligne de crête, de de ce qu'on appelle la poésie aujourd'hui, où il fait des où il parle de l'amour, il parle du rapport au monde, d'une manière extrêmement simple, avec des mots de tout le monde, et où ça n'est pas de la prose. On voit qu'il y a, une rythmique, on voit qu'il y a et c'est une rythmique qui n'est pas forcément liée justement à la syllabe, mais qui est une rythmique liée à notre mental, à notre manière de lire de la poésie. Hem Et c'est formidable parce que ça raconte la vie aujourd'hui. Voilà. Et donc ça s'appelle La Grande Aventure. La Grande Aventure, Victor Pouchet, je ne connaissais pas Bah, et c'est ça très y est, beau. vous m'avez donné envie de le lire. Bah, j'ai fait la préface et quand je fais une préface, c'est vraiment que j'aime beaucoup. Et ben, dans ce cas, ça sera noté et je mettrai les notes, chers amis, de ces ouvrages et de ces références dans, les notes de l'épisode. Merci mille fois Merci Hervé. à vous. Je vous remercie et si jamais on souhaite en savoir plus sur vous, est-ce que vous pourriez dire aux personnes qui nous écoutent, au-delà de lire vos livres, de les découvrir, donc pas uniquement l'Anomalie justement, moi et François Mitterrand, là je l'ai sous les yeux grâce à vous, Winston, Mon dîner avec Winston, c'est comme ça? C'est une pièce de théâtre. Donc Exactement, c'est un ça texte qui se est lit compliqué à facilement. lire parce que c'est du théâtre. Lire du théâtre, c'est Oui, jamais simple. Bon, donc et moi et François Mitterrand d'ailleurs, vous me disiez qu'actuellement il est au théâtre, oui, mais c'est un texte écrit aussi pour être lu. donc Les plus 2. facile. C'est une conférence. Où est-ce que vous conseillez aux personnes qui nous écoutent de suivre vos actualités? Est-ce qu'il y a un endroit particulier, un Je suis site pas très internet? efficace pour Pas très ça. efficace? Peut-être on suit votre Les maison actualités des d'édition? auteurs, c'est une fois tous les ans, faut bien le Ouais. dire. Au Donc mieux. au mieux, donc on n'a pas vraiment, je suis pas, le 12 à Carcassonne, le 25 à Narbonne, vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas dans ce processus-là. Non. Hem, non, j'ai quelques livres qui vont sortir dans l'année prochaine, j'en ai 4 qui vont sortir en même temps. 4 en même temps? Bah 4 pas en même temps, mais dans Oui, oui, toute enfin l'année, 4 dans l'année, voilà, c'est énorme. et qui sont tous très différents les uns des autres, toujours des 2 collaborations, parce que je collabore souvent avec des gens. Je travaille avec Martin Jarry, qui est un formidable peintre. Donc on fait un livre ensemble, où j'ai fait des textes sur ses peintures. Heu, j'ai fait des textes sur des musiques, heu, réalisées enfin composées par Sylvain Moser, qui est un musicien, ben, presque classique contemporain. C'est un hommage à Satie, à Debussy, à Massenet. C'est des solos piano, c'est absolument formidable et j'ai fait des musiques dessus, que c'est consacré au jardin parisien. Donc voilà, c'est pas pour tout de suite, mais ça va sortir un jour. Ça va sortir un jour. Merci mille fois Hervé Merci à pour votre vous. temps.